Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va distinguer violence individuelle et violence de classe via l'étude du cas des casseurs. Définissons désormais ces deux violences. Premièrement, la violence individuelle désigne la violence qui est exercée par un ou des individus contre un ou d'autres individus pour des raisons personnelles, en raison de motivations personnelles, d'un vécu personnel, etc., etc., voire quelquefois gratuitement. Alors qu'en revanche, la violence de classe désigne les violences qui sont exercées par une ou des classes contre une ou d'autres classes pour des raisons principalement socio-économiques, c'est-à-dire pour des raisons dont les fondements se trouvent essentiellement au sein d'abord des conditions matérielles d'une société, puis ensuite de ses conditions sociales, c'est-à-dire vis-à-vis de ses rapports économiques et de sa composition de classe. Alors que la violence individuelle ne concerne que des individus particuliers, donc des individus pris isolément, la violence de classe concerne des collectifs qui ont chacun en commun d'être liés à une position ou un ensemble de positions données au sein de la division sociale du travail, au sein des rapports de production. Alors que la première est individuelle, la seconde est donc collective. Je rajouterai aussi que, alors que la première ne concerne que des individus particuliers, la seconde concerne la société dans son ensemble et est un des marqueurs caractéristiques de la lutte des classes. Alors maintenant qu'on a défini tout ça, on va désormais pouvoir répondre à la question suivante. C'est quoi un casseur ? Alors pour faire simple, un casseur désigne quelqu'un qui s'introduit à une manifestation quelconque pour casser. Casser quoi ? Alors bien souvent un peu tout ce qui se trouve à proximité. Des infrastructures, des véhicules, du mobilier urbain, mais aussi des bâtiments qui peuvent faire penser au capital, tels que les McDo, des boutiques de concessionnaires de luxe, des banques, ce genre de choses. Bien souvent, les casseurs viennent aussi aux manifestations pour en découdre avec les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, les véhicules cassés appartiennent assez souvent aux dites forces de l'ordre. Maintenant que l'on sait ce qu'est un casseur, on va désormais pouvoir s'attarder sur leur tactique préférée, le Black Bloc. Le Black Bloc donc désigne une tactique de manifestation, et non un mouvement, pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'il se définit et qu'il rassemble divers courants de l'extrême gauche révolutionnaire anticapitaliste. Faut le savoir. Donc il ne faut pas confondre le Black Bloc avec un mouvement particulier. Première chose. Deuxièmement, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, il s'agit tout d'abord de personnes qui se préparent en amont, en portant des protections de la tête aux pieds, des vêtements destinés à masquer leur visage, que ce soit des casques, des cagoules, des masques, ou ce genre de choses, des lunettes aussi éventuellement, qui ramènent aussi du matériel de casse et surtout qui s'habillent en noir. Très important, c'est pour ça qu'on va les appeler Black Bloc plus tard. Ensuite, le jour de la manifestation, donc ils vont s'introduire petit à petit lors du rassemblement, et au début circuler sans faire d'histoire. Mais arrivé à un point précis de la manifestation, ils vont tous surgir et se grouper en tête de cortège, et former donc ce qu'on appelle le Black Bloc, c'est-à-dire une sorte de front noir, de bloc humain compact, destiné à rendre l'interpellation et l'identification les plus difficiles possibles. Donc bien aidés en cela par le fait qu'ils sont tous habillés un peu préparés, parce qu'on voit pas leur visage et parce qu'ils sont tous groupés. C'est à ce moment qu'ils vont commencer à scander leurs slogans, à déployer leurs banderoles, mais aussi à casser et à se confronter face à la police. Cette situation va durer jusqu'à ce que la situation devienne trop tendue. Dès lors, ils vont rapidement se disperser, refluer en masse à l'arrière et disparaître au beau milieu de nulle part. Le Black Bloc est alors terminé. Maintenant que l'on sait comment le Black Bloc fonctionne, reste encore le sujet des revendications qui y sont associées. Généralement, les participants du Black Bloc revendiquent avec des slogans anticapitalistes,
contre les multinationales, les privatisations, la propriété lucrative et ce genre de choses, mais aussi contre l'État, contre la police, contre la répression policière, et aussi pour revendiquer de l'altermondialisme, de l'écologie, davantage de démocratie, souvent démocratie plus directe, ce genre de choses. Et pour ce qui est de la justification de la casse, généralement ils nous disent que casser signifie récupérer l'argent que le capital a volé au peuple. Tout simplement. Deuxièmement, casser signifie aussi pour eux protester contre la société en général, par ras-le-bol, contre le capital, l'État, la police et sa répression. Troisièmement, ils disent aussi que casser, comme il ne s'agit pas de s'attaquer à des personnes, mais simplement à du symbole, du matériel, de l'argent, ce ne serait pas violent, mais simplement revendicatif. Voici pour les quelques justifications à la casse qu'ils émettent. Et maintenant que l'on sait tout cela, que pouvons-nous ajouter de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oh, il y a des choses en somme, mais attention, ce que je vais dire à partir de maintenant ne sera pas très élogieux, pour la simple et bonne raison qu'il s'agira de critiques matérialistes. Premièrement, s'il y a certes pas mal de casses lors des grosses manifestations, ça n'est pas énorme au regard du capital. Bah oui, réfléchissez un petit peu, casser un seul McDo pour l'entreprise McDonald's, pour la gigantesque multinationale qu'est McDonald's, c'est pas grand-chose. Donc casser pour attaquer le capital, je suis désolé, c'est pas efficace, ça le chatouille à peine, ça lui fait quasiment rien. Donc bon, là vous gaspillez un petit peu votre énergie pour pas grand-chose. Et deuxièmement, je trouve ça complètement con en fait. Bah oui, parce que casser, c'est détruire. Quand vous cassez quelque chose, vous le détruisez. Vous ne le récupérez pas. Arrêtez avec votre novlangue pourrie là, vous commencez à m'énerver avec ça. Et quand vous cassez des objets, des infrastructures utiles, que ce soit pour quelques personnes ou pour la société. Et résultat, vu que c'est utile, va falloir les reconstruire, les réparer, les produire à nouveau. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que non seulement ça va coûter à quelques personnes ou à tout le monde, à la collectivité, donc ça va nous coûter, c'est le contribuable, c'est les travailleurs qui vont devoir en payer le prix. Et deuxièmement, l'argent des propriétaires lucratifs, des capitalistes ou autres, il n'est pas récupéré. Ah non, 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 vous n'avez pas récupéré le fric qu'ils vous ont volé. Là, vous avez juste détruit des trucs, vous n'avez rien récupéré. Et troisièmement, en fait, c'est du gâchis. Vu qu'il y a des objets, des infrastructures dont on aurait pu continuer à se servir, qui se sont retrouvés bêtement détruits par quelques cons qui croient que casser, venir gueuler un bon coup, on veut du changement, il y en a marre, ça apporterait vraiment quelque chose. Non, 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 vous avez juste généré du gâchis, vous avez juste été nuisible là. Et sérieux, je suis tellement énervé que je me mets à parler n'importe comment là. Bon, on continue. On continue, oui, alors déjà ce gâchis, c'est premièrement un gâchis de temps, vu que le temps qu'on a utilisé pour reconstruire, on aurait pu l'utiliser pour d'autres activités plus intéressantes s'il n'y avait pas eu de casse. Et ensuite, ce gâchis, c'est aussi un gâchis de ressources, matière et énergie, parce que on a dû utiliser des ressources supplémentaires pour reproduire, pour reconstruire, suite à la casse, alors que sans casse, on n'aurait pas eu besoin de les utiliser. Et bien entendu, ce gâchis de ressources, il est anti-écologique. Il est anti-écologique, et pourtant t'as des militants qui quelquefois se revendiquent écolos, qui utilisent ce genre de méthode. Ça pue la merde, c'est contradictoire. C'est énervant, quoi. Sérieux, j'en perds mon latin. Mon français, plutôt. Voilà. Ce qui nous mène à notre troisièmement, la décrédibilisation des manifestations. Bah oui, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Avec ce genre d'action, forcément que vous n'allez pas vous donner de bonne image. Et là, toute la bourgeoisie capitaliste, merdia, la botte des premiers et états bourgeois, ils vont en profiter pour essayer de pourrir la réputation de la manif dans sa globalité, en faisant croire que c'est juste qu'un ramassis de casseurs venu juste là pour casser. Et ils vont nous dire des trucs du genre, regardez un petit peu tous les dégâts qu'il y a à cause des casseurs. Oh, vraiment, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ces gens-là. Comment vous pouvez écouter leurs revendications? Comment pouvez-vous faire confiance à ces casseurs décérébrés? Voilà, ils nous disent ce genre de merde.
Mais qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? Même si c'est faux, bah la manif, elle va être galvaudée et les revendications enterrées. Donc ça signifie qu'en fait, agir ainsi, en croyant lutter contre le capital, c'est en fait faire son jeu, c'est être l'idiot utile du capital. Voilà. Donc c'est de la merde. Et d'ailleurs, sachant tout cela, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait quelques ONG ou gouvernements capitalistes qui paieraient quelques casseurs pour essayer de pourrir les manifs. Ça, à mon avis, c'est clair et net. Et c'est pas fini. Parce qu'à votre avis, qui c'est qui répare ces dégâts? Qui c'est qui répare les trucs cassés, que ce soit des objets, des biens publics, des petites boutiques ou des locaux de multinationales? Qui c'est qui répare à votre avis? Bah c'est des travailleurs. Et bien souvent, bah, c'est des prolétaires. Vu que les boulots de chantier, de construction, etc., il y a beaucoup de prolos là-dedans. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez surcharger encore, vous allez ajouter une charge de travail supplémentaire à des prolétaires qui ont déjà un métier difficile et qui ont déjà une vie difficile. Donc en fait, vos actions de merde là, elles vont retomber sur la gueule des prolos. C'est pourri, c'est complètement naze. Et c'est à peu près idem avec les lieux de travail. Bah oui, si des lieux de travail sont attaqués, même si ça appartient à des multinationales, après qui c'est qui est gêné? Bah c'est des prolos bien souvent. Pourquoi? Parce que eux, ils vont se retrouver gênés dans leur gagne-pain, parce que leur lieu de travail sera abîmé, ils pourront pas travailler comme avant pour essayer de gagner un petit peu leur croûte. Donc ça va les gêner. Alors certes, il est possible qu'ils soient remboursés, mais dans ce cas, ça se fera sur le dos de la collectivité et tout le monde en paiera le prix. Donc votre truc c'est de la merde, soit c'est les prolos qui prennent, soit c'est la collectivité dans son ensemble, c'est pas forcément mieux. Encore une fois, ça pue la merde de ce point de vue. Et enfin, vu que casser des trucs ne permet pas de se les réapproprier ensuite, casser ne permet pas aux travailleurs de récupérer collectivement le contrôle des moyens de production afin d'abolir leur propriété privée. Donc casser ne permet pas d'abolir les rapports de production capitalistes. Ce n'est donc ni anticapitaliste, ni révolutionnaire. C'est juste con et stupide. Enfin, j'irai même plus loin en disant que ce qu'ils font relève du fétichisme du capital. En effet, le capital est non pas un objet matériel, mais un rapport social. Et assimiler ce rapport social à un simple objet matériel est la définition du fétichisme du capital. Or, eux, ils sont en train d'assimiler des objets matériels, infrastructures, biens publics, etc., à du capital. Ils sont en train d'assimiler la manière, le cadre dans lequel on les utilise aux objets eux-mêmes. Ils sont donc eux-mêmes prisonniers du fétichisme du capital. Ils sont donc de piètres anticapitalistes. Et de fait, ils ne comprennent pas qu'en se réappropriant des objets utilisés dans un cadre capitaliste, on peut détruire le capital sans détruire les objets eux-mêmes qui seront donc toujours disponibles pour le bien de tous. Voilà. Voilà donc pour les critiques. Ah quoique non, c'est pas fini, il en reste encore. Bah oui, parce que là, il faut aussi que je dise de quel type de violence il s'agit, c'est le sujet de la vidéo. Et dans les faits, on constate que ces mouvements, c'est surtout pour protester, pour gueuler un bon coup, pour se défouler en cassant, en hurlant ou en caillassant les flics. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bah ça signifie que c'est principalement de la violence individuelle, faite par des individus qui cherchent à se défouler, à se calmer individuellement, de leur frustration, de leur tension personnelle qui s'accumule au quotidien. Donc cela n'a rien à voir avec la violence noble, c'est-à-dire la violence de classe prolétarienne, qui vise à lutter au quotidien contre le capital, voire éventuellement à lutter pour son éventuel renversement, ainsi que celui de ses suppôts les bourgeois. Alors certes, on pourrait aussi y voir une forme de violence de classe, mais pas celle à laquelle vous vous attendez. En effet, lorsqu'on étudie un peu la composition de classe de ces mouvements, on se rend compte qu'il y a certes quelques travailleurs précaires qui en viennent là par protestation désespérée, mais il y a aussi des membres de la CMS supérieure, de la petite bourgeoisie, et surtout des étudiants issus de ces deux classes sociales-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça, plus le fait que leurs actions retombent souvent sur la gueule des prolos, bah ça signifie que c'est un petit peu une sorte de violence de classe.
de violence de classe émise par la CMS supérieure et la petite bourgeoisie à l'encontre du prolétariat. Donc vous voyez bien le problème. Alors certes, bien entendu, cette violence de classe-là n'a rien à voir en termes d'ampleur avec la violence de classe principale sous le capitalisme, celle perpétuée par les bourgeois à l'encontre des prolétaires lorsqu'ils répriment leurs mouvements sociaux et surtout lorsqu'ils les exploitent au quotidien, mais c'est quand même une violence de classe supplémentaire qui, même si elle ne vaut pas grand-chose par rapport à la principale, s'ajoute quand même cette dernière et surcharge encore un petit peu, même si ce n'est que de pas grand-chose, le fardeau quotidien que doit porter le prolétariat. Une autre raison de leur inefficacité, mis à part leur composition de classe, c'est que ces luttes sont déconnectées des lieux de travail, au contraire, par exemple, des grèves, occupations et mobilisations syndicales. Donc il ne faut pas s'étonner du coup qu'elles soient assez peu efficaces par rapport au second type de lutte que je viens d'évoquer. Bon, finissons sur un commentaire à propos de l'infirmière qui s'est fait interpeller après avoir jeté je ne sais quoi sur les policiers, et d'ailleurs sur les actions des casseurs en général. Moi je vous dis arrêtez de faire ça, c'est inutile, ça contribue pas aux luttes, au contraire ça les décrédibilise, c'est bête, c'est stupide par endroits, et surtout ça vous attire stupidement des ennuis. Ça vous attire stupidement des ennuis avec la police et la justice pour rien, quoi. Arrêtez de faire ça, vous vous mettez en danger inutilement. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, certes, je vais pas en faire une affaire d'État. Ce n'est pas extrêmement grave, voilà. Ce n'est pas une affaire d'État. C'est naze, mais ce n'est pas extrêmement grave. Donc ceux qui lancent la critique bourgeoise, qui associent d'un côté un discours du type je condamne toutes les violences contre la police et la violence contre les institutions, contre l'État, c'est inacceptable », avec un discours du type oui, mais ces mesures, oui, dites qu'elles sont antisociales, mais elles sont nécessaires pour relancer l'économie, pour favoriser l'investissement, lutter contre la fuite des capitaux. Ça, associer ces deux discours, c'est de la merde bourgeoise, pas pour moi. Donc ça, c'est disqualifié d'office. Mais ça n'empêche que les trucs de casseurs, là, faut arrêter. Comme je l'ai dit, c'est pas la peine de continuer avec ça. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire que je condamne toute violence. Ah, pas du tout. Parce que voilà, s'il s'agit de se défendre, c'est pas du tout pareil, premièrement. Et deuxièmement, s'il s'agit de défendre une tête de pont autogestionnaire, un lieu d'expropriation où des capitalistes ont été expropriés par des travailleurs d'une manière ou d'une autre, à un petit niveau local ou un niveau plus grand, petite ou grande entreprise, zone prévue pour être privatisée ou accaparée par l'État pour des trucs dont les gens veulent pas, ce genre de choses, quoi. Là, en revanche, se défendre, y compris par la violence, seulement si nécessaire, c'est pas juste un droit, c'est aussi une forme de devoir collectif pour exercer une violence de classe noble, une violence de classe prolétarienne au service du prolétariat et du reste de la société. Donc voilà, ça veut dire que si toute violence n'est pas légitime, il ne faut pas pour autant l'exclure d'office, parce que dans certains cas, elle est nécessaire. Comprenez bien que si l'on utilisera tant que possible les moyens les plus pacifiques et les plus démocratiques, il faut garder à l'esprit que c'est l'oppresseur qui choisit les armes, et que si ce dernier se met à être violent, il faudra aussi l'être. Pas par volonté d'être violent pour être méchant, mais par nécessité. Par nécessité et pour des raisons historiques supérieures. Je pense que je vais conclure là-dessus. Au revoir.